L'invitation est arrivée un mercredi matin, délicatement présentée dans une épaisse enveloppe couleur ivoire, aux lettres dorées en relief. J'ai su immédiatement qu'elle venait d'Étienne, bien qu'il n'ait appelé que quelques fois au cours des 5 dernières années, et n'ait jamais remis les pieds à Beauregard-sur-Loire. J'ai tourné l'enveloppe entre mes mains, hésitant à l'ouvrir. Une intuition me souffla que son contenu allait infléchir le cours de mon existence. Je m'appelle Geneviève Dubois. J'ai 65 ans et je vis dans une rue paisible de Beauregard-sur-Loire, dans une maison que j'ai achetée il y a 22 ans. Mes voisins me considèrent comme une simple comptable à la retraite, une veuve qui aide occasionnellement les commerçants locaux avec leurs déclarations fiscales. Personne ici ne se doute que mon compte en banque affiche plusieurs centaines de millions d'euros. Même mon fils unique n'en a pas la moindre idée. J'ai finalement ouvert l'enveloppe et sorti le carton d'invitation. Papier épais, police de caractères ornée. Étienne Dubois et Bérénice Lambert vous convient à célébrer leur mariage. La cérémonie aurait lieu dans 3 semaines. Je me suis laissé tomber sur une chaise, sentant mes mains trembler. Étienne allait se marier. Mon garçon allait se marier. Et je ne connaissais même pas sa future épouse. Un mot était glissé dans l'enveloppe, rédigé d'une écriture anguleuse qui m'était familière. « Maman, je sais que nous nous sommes peu vus ces derniers temps, mais je te demande de venir. C'est important pour moi. Étienne. » Il demandait rarement quoi que ce soit. Il avait toujours été si indépendant, même enfant, probablement parce qu'il avait appris très tôt à ne pas compter sur son père. Je me suis approchée de la fenêtre. Dehors, les pommiers de mon petit jardin étaient en fleurs. Des pétales blancs tourbillonnaient dans l'air comme des flocons de neige. J'aime ma maison. Elle n'est pas très grande, mais accueillante, avec son porche en bois et ses vieilles slattes de plancher qui craquent la nuit. Il y a assez de place pour moi, mes livres et mes souvenirs. Ma Peugeot était garée dans la cour. Elle avait 10 ans, mais était en excellent état. J'aurais pu m'acheter n'importe quelle voiture, d'une Bugatti à une Alpine. Mais pourquoi? Ma voiture est fiable, confortable et n'attire pas l'attention inutilement. Posant l'invitation sur la table, je me suis dirigée vers la cuisine pour préparer un thé. La routine familière m'aidait à mettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai sorti ma tasse préférée, blanche avec des ornements bleus. Un cadeau d'Étienne pour mon 50e anniversaire. À l'époque, il rentrait encore régulièrement à la maison. Que sais-je de sa fiancée? Presque rien. Je crois qu'il a mentionné son nom lors de notre dernière conversation téléphonique à Noël. Bérénice travaille dans la publicité. Ils se sont rencontrés lors d'un séminaire. C'est tout ce que je sais. Pendant que la bouilloire chauffait, je me suis souvenu comment Étienne avait grandi sans père. Vincent est parti quand son fils n'avait que 7 ans. Il a simplement fait ses valises et a disparu de nos vies, laissant une note disant « Je suis désolée, mais je ne suis pas fait pour la vie de famille. » La vérité a éclaté plus tard. Il avait rencontré une femme de 15 ans, sa cadette, l'héritière d'un grand groupe du bâtiment. Elle lui a sans doute semblé être un billet pour une vie de luxe et d'oisiveté. Quelle ironie du destin. Il cherchait une femme riche, alors qu'il vivait aux côtés d'une millionnaire sans le suspecter. Je n'ai jamais parlé de ma fortune à Étienne. Au début, je craignais que Vincent ne revienne pour l'argent, puis que mon fils ne change, en découvrant la vérité. Je voulais qu'il devienne un homme indépendant, qui ne compte pas sur la richesse de sa mère. Ma fortune a commencé avec un héritage de mon cousin Gaspard. C'était un vieux célibataire reclus que la famille considérait comme un excentrique. Tout le monde a été choqué quand il m'a laissé tout son patrimoine. Un hôtel particulier, à Lyon, et une coquette somme en banque. Pourquoi moi? Peut-être parce que j'étais la seule à écouter patiemment ces interminables récits de voyages et de civilisations anciennes. J'ai vendu l'hôtel particulier. Et sur les conseils d'un conseiller financier, j'ai investi l'argent dans des sociétés technologiques prometteuses au début des années 90, lorsque le secteur a commencé à exploser. Mes investissements ont généré des revenus que j'ai réinvestis dans des projets porteurs. Plus tard, j'ai diversifié mon portefeuille pour inclure le secteur pharmaceutique, l'immobilier et le luxe. L'argent a grossi comme une boule de neige, mais j'ai continué à vivre modestement, non par avarice.
Les biens matériels n'ont jamais été une priorité pour moi. Je m'autorisais quelques objets de qualité plutôt que des dizaines de babioles. Je voyageais incognito, dans des endroits agréables, mais pas ostentatoirement luxueux. Et je soutenais anonymement des œuvres caritatives locales. Étienne a grandi en croyant que nous vivions de mon salaire de comptable et d'un petit héritage de l'oncle Gaspard. J'ai payé ses études, expliquant que cela provenait de mes économies et d'un prêt que je n'ai jamais contracté. Après sa grande école de commerce, il a déménagé à Paris et a trouvé un emploi dans une grande entreprise de logiciels. Notre relation est progressivement devenue plus formelle. Des appels une fois par mois, puis une fois par trimestre, de rares visites pour les fêtes, qui ont fini par cesser complètement. Je ne lui en voulais pas. La jeunesse est égoïste et la grande ville est enivrante. Mais parfois, surtout le soir, un sentiment de manque m'envahissait. Alors, je prenais ma Peugeot et je roulais jusqu'à une petite colline dominant la ville. Assise là, je songeais à l'étrangeté de la vie. J'avais assez d'argent pour acheter la moitié de la ville, mais il me manquait l'essentiel, la proximité avec la seule personne qui constituait ma famille. La bouilloire a sifflé sur la cuisinière, me tirant de mes souvenirs. J'ai préparé mon thé et je suis retournée à l'invitation. Étienne se mariait. Mon garçon fondait une famille. Devrais-je lui dire la vérité avant le mariage ou laisser les choses en l'état? J'ai imaginé la réaction de mon fils, l'incrédulité, peut-être la colère. Pourquoi m'as-tu caché ça pendant toutes ces années? Tu ne me faisais pas confiance? Que répondrais-je? Que j'avais peur de le gâcher? Que je voulais le protéger des gens intéressés par l'argent? N'importe quelle raison sonnerait comme une excuse. Le téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Étienne. C'était comme si mes pensées à son sujet s'étaient matérialisées en un appel téléphonique. « Maman, tu as reçu le faire-part » Sa voix semblait tendue, comme s'il doutait de ma réponse. « Oui, mon chéri, ce matin. Tu viendras » J'ai perçu quelque chose d'étrange dans sa voix. De l'excitation, de l'incertitude. Pourquoi ma présence était-elle si importante pour lui, alors que nous nous étions à peine parlé ces dernières années? Bien sûr que je viendrai, c'est ton mariage. Merci, a-t-il expiré avec un soulagement évident. Bérénice veut vraiment te rencontrer. Moi aussi, ai-je menti. En fait, j'étais envahie par une anxiété inexplicable à l'idée de rencontrer ma future belle-fille. Parle-moi un peu d'elle. Elle est merveilleuse, maman. Intelligente, déterminée. Elle travaille dans une grande agence de publicité et ses projets remportent des prix. Et elle a si bien organisé notre mariage. Tout sera parfait. J'écoutais le monologue enthousiaste de mon fils et j'essayais de me représenter cette Bérénice. Pour une raison quelconque, l'image d'une femme froide et calculatrice, à la coiffure impeccable et au regard perçant, me venait à l'esprit. Mais peut-être étais-je injuste. Après tout, Étienne n'avait jamais eu mauvais goût en matière de femme. « Où habiterez-vous après le mariage » ai-je demandé quand il a fait une pause. Nous avons déjà trouvé un appartement dans le Marais. Il n'est pas très grand, mais c'est dans un quartier sympa. Nous avons dû contracter un prêt sur 20 ans, par contre. Je me suis mordu la lèvre. J'aurais pu leur acheter une maison sans aucun prêt. Mais comment expliquer une telle générosité de la part d'une comptable à la retraite? Si vous avez besoin d'aide pour l'acompte... Non, on se débrouillera, a-t-il répondu rapidement. Je ne veux pas être un fardeau pour toi. Nous avons parlé encore une dizaine de minutes de la météo, du travail d'Étienne et de la façon dont je viendrais à Paris. Puis il s'est excusé, disant qu'il avait une réunion, et nous nous sommes dit au revoir. J'ai reposé mon téléphone et je me suis approchée de la fenêtre. C'était une journée claire et ensoleillée. Madame Fournier, de l'autre côté de la rue, s'affairait dans son jardin à planter des fleurs. Ses petits-enfants, des jumeaux de 8 ans, couraient sur la pelouse en jouant avec le chien. C'était une image idyllique de la vie provinciale française, ordinaire. Ma vie aussi paraissait normale de l'extérieur. Seul moi savais que dans 2 jours, le revenu trimestriel de mes placements,
une somme qui dépassait le budget annuel de Beauregard-sur-Loire, allait être versée sur mon compte. J'ai commencé à faire une liste de choses à faire avant mon voyage. Il me faudrait trouver la tenue adéquate pour le mariage. Élégante, mais pas trop chère. Quelque chose qui n'éveillerait pas les soupçons, mais ne me ferait pas non plus passer pour une parente pauvre. C'était un exercice d'équilibriste que je maîtrisais depuis de nombreuses années. Ensuite, je devais contacter Laurent Moreau, mon conseiller financier, et probablement le seul ami qui connaissait la vérité sur ma fortune. Il devrait superviser plusieurs transactions importantes, en mon absence. Je suis montée dans ma chambre, et j'ai ouvert l'armoire, fouillant dans mes vêtements. La plupart de mes robes étaient de bonne qualité, mais pas de haute couture. Je n'achetais des vêtements de créateurs que lors de mes rares voyages en Europe, où personne ne me connaissait. La robe gris-perle que j'avais achetée à Milan l'automne dernier serait parfaite pour le mariage. Je l'ai sortie et l'ai tenue contre moi devant le miroir. Coupe simple mais élégante. Tissu coûteux sans étiquette identifiable. Parfait pour le rôle de la modeste mère du marié. Posant la robe sur le lit, je me suis dirigée vers la table de chevet et j'ai sorti un vieil album photo. Sur la première page, il y avait Étienne, à l'âge de 3 ans, souriant de toutes ses dents, montrant sa dent de devant manquante. Sur la page suivante, le même garçon, mais maintenant écolier, l'air sérieux dans son uniforme de scout. Venait ensuite sa remise de diplôme, ses études supérieures, son premier emploi. J'ai feuilleté l'album jusqu'à la fin. La dernière photo avait été prise il y a 6 ans, quand Étienne était rentré pour les fêtes de fin d'année. Après cela, il n'a envoyé que des photos numériques, que j'ai imprimées et mises dans une enveloppe, mais que, pour une raison quelconque, je n'ai jamais mise dans l'album. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Laurent. « Geneviève, comment vas-tu? As-tu reçu mon rapport sur les derniers investissements ?» La voix de Laurent avait toujours un effet apaisant sur moi. Nous nous étions rencontrés il y a 25 ans, alors que je commençais à peine à m'occuper sérieusement de mes placements. Il était un jeune financier prometteur, et j'étais une veuve inexpérimentée, avec un héritage inattendu. Au fil des ans, il était devenu associé directeur d'une grande société d'investissement, et j'étais l'une de ses plus riches clientes. Oui, j'ai reçu le rapport. Il semble impressionnant, comme toujours. J'ai des nouvelles. Étienne se marie. Félicitations. Sa voix était remplie d'une joie sincère. Quand est le mariage? Dans 3 semaines, à Paris. Tu vas lui dire? Laurent était le seul à comprendre mes doutes quant à la révélation de la vérité sur ma fortune. Je ne sais pas. Probablement pas. Du moins, pas maintenant. Je ne veux pas gâcher sa fête avec une telle nouvelle. Il pourrait être ravi. Ce n'est pas tous les jours qu'on découvre que sa mère est milliardaire. Ou en colère que je le lui ai caché pendant tant d'années. Ou commencer à me voir différemment. Ou sa fiancée. Je comprends, m'a interrompu Laurent. C'est à toi de décider. Mais peut-être qu'il est temps d'arrêter de te cacher. Tu mérites de vivre ouvertement. J'ai soupiré. Nous en avions déjà discuté. Laurent pensait toujours que j'étais trop prudente, que mes craintes étaient exagérées. J'y réfléchirai. En attendant, j'ai besoin que tu vérifies ces transactions dont nous avons parlé. Nous avons discuté de quelques autres affaires, et j'ai raccroché. J'ai passé la soirée à trier des documents et à planifier mon voyage. J'ai décidé de prendre le train. L'avion était plus rapide, mais j'aimais regarder le paysage changeant par la fenêtre. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'Étienne, petit, effrayé, perdu dans un immense supermarché. Je le cherchais, me frayant un chemin à travers des rayons sans fin, l'entendant pleurer, mais je ne pouvais pas le trouver. Je me suis réveillée en sueur froide, avec un sentiment de malaise. Le mariage à venir me procurait une étrange anxiété. Quelque chose me disait que ce voyage allait tout changer. Peut-être que le moment de vérité était arrivé. Ou peut-être qu'il était temps de perdre mon fils pour de bon. Je ne connaissais pas la réponse, mais j'étais sûre que cette invitation au mariage était une invitation au désastre. Paris m'a accueillie avec une météo typique de la mi-mai, des nuages variables et des rafales de vent. En sortant du hall de la gare, j'ai été momentanément perdue dans le flot de gens. Cela faisait plus de 3 ans depuis ma dernière visite,
et la ville semblait encore plus bruyante et chaotique. « Maman !» Je me suis retournée et j'ai vu Étienne. Il avait l'air bien, bronzé, en forme, vêtu d'un élégant costume gris. À côté de lui se tenait une grande blonde à la coiffure parfaite et au regard attentif. Bérénice, sans aucun doute. Étienne m'a enfin serré dans ses bras. « Tu n'as pas changé. » C'était un mensonge. Bien sûr, les dernières années n'avaient pas laissé leur marque. De nouvelles rides, des mèches argentées dans mes cheveux bruns. Mais j'ai apprécié le compliment. « Tu es superbe !» ai-je dit en me tournant vers sa compagne. « Vous devez être Bérénice. Je suis très heureuse de vous rencontrer. » Elle a souri, un sourire professionnel et étudié qui n'atteignait pas ses yeux. « De même, Madame Dubois. Étienne m'a tant parlé de vous. » Sa voix était mélodieuse, mais avec une note de condescendance à peine perceptible. Elle a jeté un coup d'œil à ma tenue, une simple robe et un gilet, confortable pour voyager, et quelque chose a brillé dans ses yeux. De la déception, du mépris. « J'espère que ce n'est qu'en bien, » ai-je dit, me sentant légèrement mal à l'aise sous son regard scrutateur. « Allons-y. La voiture nous attend, » a dit Étienne en prenant ma valise. « Nous vous avons réservé une chambre d'hôtel près de notre appartement. Vous pourrez vous reposer après votre voyage. » Sur le chemin de la voiture, Bérénice est restée un peu en retrait, tapant quelque chose avec concentration sur son téléphone. J'en ai profité pour demander tranquillement à mon fils « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Lors d'un séminaire sur le marketing digital, a-t-il souri au souvenir. Je représentais notre entreprise et Bérénice était l'une des conférencières. Elle a subjugué l'auditoire avec sa présentation. Puis nous avons commencé à discuter à la soirée qui a suivi. Et, eh bien, les choses se sont enchaînées. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Un peu plus d'1 an. Je sais que cela peut paraître une décision rapide pour certains, mais quand on rencontre la bonne personne, on le sait. Tu comprends ? J'ai hoché la tête, bien que je ne comprenne pas vraiment. Mon mariage avec Vincent avait été le résultat d'une longue relation de 5 ans. Et il s'était tout de même soldé par un désastre. Nous nous sommes approchés d'une Audi noire aux vitres teintées. Étienne a ouvert la portière avant, pour Bérénice, puis m'a aidé à monter à l'arrière. « Désolée, c'est un peu à l'étroit, maman, mais ce n'est pas loin. 20 minutes s'il n'y a pas d'embouteillage. » Bérénice a levé les yeux de son téléphone et s'est tournée vers moi. « Comment s'est passé votre voyage, Madame Dubois ? Le train, c'est si nostalgique. Je préfère l'avion. Ça fait gagner beaucoup de temps. »« J'aime regarder le paysage, » ai-je répondu. « L'âge permet de prendre son temps. » Bien sûr. A-t-elle souri à nouveau, avec son sourire parfait. Quand on est à la retraite, on a beaucoup de temps. Il n'y avait pas de grossièreté directe dans son ton, mais j'ai senti une légère pique. Elle m'imaginait probablement comme une retraitée démodée, vivant au siècle dernier. Si seulement elle savait que je gagnais plus en une journée qu'elle, en 1 an. Mais j'ai chassé cette pensée. Un tel orgueil était indigne de moi. « Que faites-vous dans la publicité, Bérénice ?» ai-je demandé, essayant de maintenir la conversation. « Je suis directrice de la création chez Bloom Advertising. Nous travaillons avec certaines des plus grandes marques du pays. Vous avez peut-être vu notre campagne pour Stella Vita, une ligne de cosmétiques de luxe. Je l'avais vue, et je possédais même des actions de l'entreprise qui fabriquait ces cosmétiques. Mais j'ai gardé cela pour moi. Cela semble impressionnant. Ça l'est vraiment, » a renchéri Étienne depuis le siège avant. Bérénice a remporté 2 prix pour cette campagne. C'est une vraie professionnelle. Bérénice a souri doucement, clairement habituée aux compliments. Dans la publicité, tout est question de relations et de faire bonne impression, a-t-elle dit, me jetant un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Et vous, Madame Dubois ? Étienne a mentionné que vous étiez comptable. Encore ce ton, comme si elle parlait de quelque chose de banal, de dépassé. Oui, j'étais comptable à Beauregard-sur-Loire. Je suis à la retraite maintenant, mais je conseille encore parfois des entreprises locales. Comme c'est charmant, a-t-elle dit, et j'ai remarqué qu'Étienne grimaçait légèrement à son ton condescendant. Mais il n'a rien dit, se concentrant simplement sur la route.
Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence tendu. Je regardais par la fenêtre les gratte-ciel défiler et je pensais que ma première impression de Bérénice était encore pire que ce que j'avais craint. Ambitieuse, sûre d'elle et apparemment méprisante à mon égard, me considérant comme une provinciale inoffensive, ne valant pas son attention. L'hôtel où je logeais s'est avéré être un établissement de milieu de gamme décent à Saint-Germain-des-Prés. Étienne a aidé à porter ma valise jusqu'à ma chambre. « Je dois retourner au bureau pour quelques heures », a-t-il dit lorsque nous étions seuls. Bérénice est partie pour son dernier essayage de robe. « Ça ne te dérange pas de te reposer ? Nous avons le dîner de répétition ce soir. Je passerai te prendre à 19h. »« Bien sûr, vas-y. » ai-je souri. J'ai vraiment besoin de me détendre un peu après le voyage. Il m'a embrassée sur la joue et est parti, et je me suis laissée tomber dans un fauteuil, me sentant fatiguée. Moins par le voyage que par la première rencontre avec ma future belle-fille. Bérénice était exactement comme je l'avais imaginé, calculatrice et arrogante. Mais ce qui me dérangeait vraiment, c'était la façon dont Étienne la regardait, avec adoration, comme si elle était le centre de son univers. Il ne remarquait pas son attitude condescendante envers moi, ou il choisissait de l'ignorer. J'ai défait mes valises, pris une douche, et me suis allongée pour une sieste, réglant le réveil pour 18h. À mon réveil, j'ai passé beaucoup de temps à choisir une tenue pour la soirée. J'ai opté pour un tailleur bleu foncé avec une broche en argent, assez élégant pour un dîner de répétition, mais pas trop formel. Étienne était venu me chercher à 19h précise. Il avait l'air un peu fatigué, mais excité. « Tu vas rencontrer les parents de Bérénice à point nommé, » a-t-il dit alors que nous nous dirigions vers le restaurant. Ils sont arrivés de Lyon cet après-midi. Comment sont-ils ? Des gens sympathiques. Son père, Hervé Lambert, possède une chaîne de magasins de matériaux de construction. Sa mère, Odile, dirige une sorte d'œuvre de charité. Ils sont un peu conservateurs, mais ils aiment beaucoup Bérénice. J'ai hoché la tête, me demandant s'ils connaissaient la vraie nature de leur fille, ou si elle ne leur montrait que la version d'elle-même qu'ils voulaient les voir. Le restaurant s'est avéré être un endroit à la mode, avec une cuisine d'auteur. À l'intérieur, une vingtaine de personnes étaient déjà rassemblées. Des amis proches et des parents des mariés. Bérénice se tenait au centre d'un petit groupe, parlant avec animation et riant bruyamment de temps en temps. Elle portait une robe beige à la coupe complexe qui, j'en étais sûre, coûtait au moins plusieurs milliers d'euros. Nous remarquant, elle a interrompu sa conversation et s'est approchée de nous avec un sourire forcé. « Vous voilà. Maman, papa » a-t-elle dit en se tournant vers un couple d'âge mûr qui se tenait à proximité. « Voici Madame Dubois, la mère d'Étienne. » Hervé Lambert s'est avéré être un homme trapu, aux tempes grisonnantes et à la poignée de main ferme. Sa femme Odile, une femme délicate à la coiffure impeccable, très semblable à sa fille, m'a jeté un regard évaluateur. « Ravie de vous rencontrer », a-t-elle dit d'un ton qui trahissait une pointe de déception. Clairement, je ne lui avais pas fait bonne impression. « De même ?» ai-je répondu calmement, habituée à de telles évaluations. « Madame Dubois, je crois comprendre que vous venez de Beauregard-sur-Loire » a demandé Hervé. « Jolie ville. J'y ai quelques magasins. » « Oui, c'est un endroit accueillant. Ce doit être un grand changement pour vous de passer d'une ville si tranquille à Paris, » a ajouté Odile avec un léger sourire. « J'espère que le bruit de la grande ville n'est pas trop fatigant pour vous. J'ai vécu à Paris quand j'étais plus jeune, » ai-je répondu. « La ville a changé, mais je connais bien son rythme. » Odile a semblé légèrement surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'une comptable de province ait un tel passé. Vraiment ? Bérénice ne l'avait pas mentionné. « Ma mère vivait ici avant ma naissance, » est intervenu Étienne. « Puis nous avons déménagé à Beauregard-sur-Loire. »« Je vois, » a dit Odile, perdant manifestement tout intérêt pour le sujet. Bérénice a pris Étienne par le bras. « Chérie, tu dois présenter ta mère à Jenna et Ryan. Ils viennent d'arriver. » C'était une manœuvre évidente pour l'éloigner de notre conversation. Étienne n'a pas semblé le remarquer et l'a suivi volontiers, me laissant avec ses parents. « Depuis combien de temps êtes-vous à la retraite, Madame Dubois »
a demandé Hervé en remplissant les coupes de champagne. Officiellement depuis environ 5 ans, mais je conseille encore quelques clients. La comptabilité est une profession si stable, a remarqué Odile. Bérénice a toujours voulu une carrière plus créative. Elle s'est distinguée par ses capacités dès son plus jeune âge. J'ai hoché la tête, ne voulant pas me lancer dans un débat sur les mérites des différentes professions. Vous avez une fille merveilleuse. Ce n'était pas un mensonge éhonté. Bérénice était sans aucun doute intelligente et ambitieuse. C'est juste que sa personnalité laissait à désirer. La conversation devenait de plus en plus gênante, et j'ai été soulagée quand on a annoncé qu'il était temps de passer à table. J'ai été placée entre un ami d'Étienne, dont j'ai immédiatement oublié le nom, et une dame âgée qui s'est avérée être la tante de Bérénice. Le dîner s'est déroulé selon le scénario standard de ce genre d'événement. Toast, rire, souvenir de la rencontre du jeune couple. Bérénice a brillé en racontant l'histoire de leur première rencontre avec un tel art que même moi, connaissant la vérité par Étienne, j'ai presque cru à sa version des faits. J'ai regardé mon fils assis à côté d'elle. Il la regardait avec adoration, ne la quittant jamais des yeux, comme si elle était la seule source de lumière dans la pièce. Autrefois, Vincent me regardait de cette façon. Le souvenir a ravivé une douleur sourde. À un moment donné, j'ai surpris le regard scrutateur de Bérénice. Elle a chuchoté quelque chose à son amie assise à côté d'elle, et elles ont toutes deux ri doucement, jetant un coup d'œil dans ma direction. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, me concentrant sur mon dessert. « Madame Dubois », a dit Bérénice à travers la table lorsque le café a été servi. « Étienne a dit que vous prévoyez de rester jusqu'à la fin de la semaine, après le mariage. J'espère que vous ne vous ennuierez pas à l'hôtel pendant que nous serons en lune de miel. » Son ton était poli, mais ses mots sonnaient comme une allusion au fait que je pourrais être un fardeau. « Ne vous inquiétez pas, je trouverai de quoi m'occuper, » ai-je répondu calmement. « Il y a toujours quelque chose à voir à Paris. »« Bien sûr, » a-t-elle souri. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma mère se fera un plaisir de vous aider. » « N'est-ce pas, maman ?» Odile a forcé un sourire qui disait clairement que l'aide à sa belle-mère de province ne faisait pas partie de ses plans. « Bien sûr, ma chérie. » Je me sentais fatiguée de la fausse politesse et des sourires forcés. « Excusez-moi, » ai-je dit, et je suis sortie dans le hall du restaurant pour faire une pause, loin du bruit et de la tension. Appuyée sur la balustrade d'un petit balcon donnant sur la rue, j'ai pris une grande bouffée d'air frais du soir. Paris bourdonnait et scintillait de lumière, indifférente à mes soucis. Geneviève, ce n'est pas possible. Je me suis retournée à la voie familière et j'ai vu Laurent Moreau sortir du restaurant. « Laurent, que fais-tu ici ?» Il a souri en s'approchant. « Dîner d'affaires, avec des clients dans la salle voisine. Je t'ai vu en passant. Tu es au mariage de ton fils ? » « Juste le dîner de répétition. Le mariage est après-demain. » Laurent avait l'air bien, en forme, avec une touche de gris sur les tempes, vêtu d'un costume impeccable. Les années lui avaient ajouté de la dignité, mais pas de l'âge. « Que penses-tu de ta future belle-fille ?» a-t-il demandé en s'appuyant contre la balustrade à côté de moi. J'ai soupiré. « Pour être honnête, je ne suis pas ravie. Elle est arrogante. Et elle semble penser que je suis une vieille femme sans valeur. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. » Laurent a souri. « Je parie qu'elle changerait de ton si elle connaissait tes actifs. C'est exactement ce que je crains. Je ne veux pas que les gens me traitent différemment, à cause de l'argent. » « Tu n'as pas dit à Étienne ? » ?»« Non. Et en voyant sa fiancée, je pense que j'ai pris la bonne décision. Elle détournerait instantanément son attention de lui, vers moi et ma richesse. » Laurent a secoué la tête. « Toutes les personnes ne sont pas comme ça, Geneviève. Peut-être que tu sous-estimes ton fils et son choix. Peut-être. Mais je vois comment elle me regarde avec un mépris à peine dissimulé. Et comment elle manipule Étienne. Il est comme sous un charme. Il ne voit rien d'autre qu'elle. L'amour est souvent aveugle, a remarqué Laurent. Mais ça passe. J'ai peur que le temps que ça passe, il soit trop tard. La porte du balcon s'est ouverte et Étienne est apparu, l'air inquiet. « Maman, te voilà. Je te cherchais. » Il a remarqué Laurent. « Bonjour.
Étienne, voici Laurent Moreau, un vieil ami à moi, l'ai-je présenté. Laurent, voici mon fils, Étienne. Ils se sont serrés la main. Ravi de vous rencontrer, a dit Laurent. Félicitations pour votre mariage imminent. Merci, a dit Étienne, l'air légèrement perplexe. Maman ne m'a jamais parlé de vous. Nous nous sommes rencontrés il y a de nombreuses années lorsque votre mère conseillait mon entreprise sur des questions fiscales, a menti Laurent avec aisance. Nous sommes restés en contact depuis. Étienne a hoché la tête, acceptant l'explication. Bérénice aimerait discuter des détails de demain avec toi, maman. Voudrais-tu revenir à table? Bien sûr, ai-je dit en me tournant vers Laurent. C'était un plaisir de te revoir. De même, a-t-il dit en me tendant sa carte de visite. Appelle-moi si tu as le temps avant de partir. Je pourrais te montrer mon nouveau bureau. J'ai pris la carte, réalisant qu'il proposait de se rencontrer pour discuter de la situation plus en détail. Je le ferai. Quand Étienne et moi sommes retournés dans la salle, Bérénice racontait déjà aux invités l'histoire de sa robe de mariée, omettant délibérément les détails pour garder l'élément de surprise. « Ah, vous voilà !» a-t-elle souri en nous voyant. « Madame Dubois, je parlais justement de la répétition de demain. Vous devez être à l'église à 14 heures. J'espère que ce n'est pas trop tôt pour vous. »« Pas du tout, » ai-je répondu, ignorant une autre allusion à mon âge. « Merveilleux. Étienne, mon chéri, tu t'assureras que ta mère arrive à l'église à l'heure? Elle pourrait avoir du mal à se repérer en ville. »« Bien sûr, je passerai la prendre. » A hoché la tête Étienne, ne remarquant pas le ton condescendant de sa fiancée. J'ai observé leur interaction avec une inquiétude croissante. Bérénice guidait habilement chaque conversation, chaque décision, et Étienne suivait volontiers ses instructions. C'était une dynamique malsaine, mais je savais que toute ingérence de ma part ne ferait qu'éloigner mon fils. La soirée touchait à sa fin, et les invités ont commencé à partir. Étienne a proposé de me ramener à l'hôtel, mais j'ai insisté pour prendre un taxi, voyant comment Bérénice jetait des regards impatients à sa montre. « À demain, mon chéri. » Je l'ai embrassé sur la joue. C'était un plaisir de rencontrer tout le monde. « À demain, Madame Dubois. » m'a gratifié Bérénice d'un autre de ses sourires parfaits. « J'espère que vous vous reposerez bien. » Dans le taxi, j'ai sorti la carte de visite de Laurent. Au dos, il avait griffonné. « Petit déjeuner à 8 heures, café Bristol, au coin de votre hôtel. Il faut qu'on parle. » J'ai mis la carte dans mon sac, pensant à la soirée. Bérénice s'était avérée encore pire que ce à quoi je m'attendais. Calculatrice, manipulatrice, avec un mépris évident pour les gens qu'elle considérait comme inférieurs à elle. Étienne, mon fils intelligent et sensé, semblait inconscient de sa vraie nature, aveuglé par sa beauté et son charisme. De retour dans ma chambre, j'ai appelé Laurent pour confirmer notre rendez-vous. La conversation a été brève. Nous comprenions tous les deux la nécessité de discuter de la situation en personne. En m'endormant, j'ai pensé que je devais rester neutre pour le bonheur de mon fils, même si je pensais que son choix était mauvais. Après tout, c'était sa vie et ses décisions. Mais quelque chose me disait que le silence pourrait entraîner des problèmes encore plus grands. J'ai aussi pensé à la façon dont le comportement de Bérénice changerait si elle découvrait ma véritable situation financière. La pensée a fait naître un sourire amer sur mes lèvres. Sa réaction serait si prévisible, mais j'ai décidé de ne pas révéler mon secret, du moins pas encore. Laissons le mariage se dérouler comme prévu, sans drame ni bouleversement inutile. J'en discuterai avec Laurent demain. Il m'a toujours donné de sages conseils. Le matin du jour du mariage était clair et sans nuages, comme si la nature elle-même bénissait l'union. Je me suis réveillée tôt, avant 7 heures, et je suis restée longtemps à la fenêtre, regardant la ville s'animer progressivement. Le petit déjeuner avec Laurent la veille m'avait laissé des sentiments mitigés. « Tu dois dire la vérité à Étienne sur ta situation financière », avait-il insisté en remuant son café. Surtout maintenant qu'il engage sa vie avec une femme comme Bérénice. « Quelle différence cela ferait-il » avais-je objecté. « Cela ne fera que compliquer les choses s'il l'aime vraiment. L'aime-t-il ou est-il sous son influence ?» Laurent a secoué la tête. « Je ne les ai vus ensemble que quelques minutes. Mais même moi,
Je peux voir qu'elle le manipule. Je ne pouvais pas être en désaccord avec son observation, mais j'avais encore des doutes. Révéler la vérité maintenant, à la veille du mariage, provoquerait le chaos. Étienne se sentirait trahi. Et Bérénice, eh bien, il n'était pas difficile d'imaginer sa réaction. Finalement, Laurent et moi avons convenu que j'attendrais après le mariage. Il a promis de venir à la cérémonie en tant que mon vieil ami. Bérénice l'a ajouté à contre-cœur à la liste des invités après la rencontre fortuite de la veille. On a frappé à la porte, me tirant de ma rêverie. Sur le seuil se tenait une jeune femme avec une mallette de maquillage. Madame Dubois. Je suis Camille, la maquilleuse. Mademoiselle Lambert m'a envoyé pour vous aider à vous préparer pour la cérémonie. J'ai haussé un sourcil de surprise. Bérénice n'en avait pas parlé. C'est inattendu, mais pourquoi pas ? Ai-je répondu après un moment de réflexion. Entrez, Camille. La jeune fille est entrée et a commencé à disposer ses outils sur la coiffeuse. Mademoiselle Lambert m'a donné quelques instructions concernant votre look. A-t-elle commencé, un peu incertaine. Je suis sûre qu'elle l'a fait. Ai-je souri. Mais vous savez quoi ? Laissez-moi vous dire ce que je veux. Après tout, c'est mon visage. Camille a semblé un peu perplexe, mais a hoché la tête. Bien sûr, Madame Dubois. Que préférez-vous ? Je veux un maquillage naturel et élégant. Rien de tape à l'œil ou de trop jeune, et pas d'expérience avec des fards à paupières lilas. Ai-je dit, remarquant la palette correspondante dans sa trousse de maquillage. Des couleurs pastel, un trait d'eyeliner léger, un peu de mascara et un rouge à lèvres rose chaud, pas rouge vif. Camille a hoché la tête, appréciant clairement ma connaissance du maquillage. Et vos cheveux ? Quelque chose de classique et d'élégant. Pas de choucroute ou de coiffure trop compliquée. Peut-être un chignon bas avec quelques mèches lâches autour du visage ? Parfait. Camille a semblé pousser un soupir de soulagement. Je dois admettre que les instructions de Mademoiselle Lambert étaient un peu différentes. J'en suis sûre, ai-je dit sèchement. Mais je suis convaincue que nous pouvons créer un look qui sera à la fois digne et élégant. Après tout, je suis la mère du marié, pas une vedette invitée dans une émission de télé-réalité. Camille a gloussé doucement, et j'ai senti une complicité s'installer entre nous. L'heure suivante s'est écoulée dans une conversation agréable, pendant qu'elle travaillait sur mon look, suivant mes souhaits, mais ajoutant ses touches professionnelles. Quand elle a eu fini, j'étais plus que satisfaite du résultat. Le miroir reflétait une femme élégante de 65 ans, n'essayant pas de paraître plus jeune, mais n'ayant pas l'air démodée non plus. « Vous êtes magnifique, Madame Dubois », a dit Camille sincèrement. « Très sophistiquée. Merci, ma chère. Vous êtes une merveilleuse professionnelle », ai-je dit en lui tendant un généreux pourboire, qu'elle a d'abord tenté de refuser. « S'il vous plaît, prenez-le. Vous avez fait exactement ce que je voulais. » Après le départ de Camille, j'ai enfilé ma robe gris perle d'un créateur milanais et des chaussures à talons bas. J'ai accessoirisé avec des boucles d'oreilles en perles et un fin bracelet en platine, subtil, mais de bon goût. Étienne est venu me chercher vers 11h. Il portait un smoking, excité et heureux. « Tu es magnifique, maman », a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. « Tu es prête pour le grand jour ?»« Bien sûr, mon chéri. Et toi ? Tu es nerveux ? » ?»« Un peu, » a-t-il admis avec un sourire. « Mais dans le bon sens. Bérénice a tout organisé. Ça va être parfait. » Sur le chemin de l'église, il m'a parlé des préparatifs de dernière minute, des invités qui étaient venus de loin par avion, et de la lune de miel qu'il prévoyait ça de passer à Bali. J'écoutais, heureuse pour lui, mais je ne pouvais pas me défaire d'un sentiment de malaise. L'église choisie pour la cérémonie était ancienne et magnifique, avec des vitraux à travers lesquels la lumière du soleil filtrait en rayons multicolores. Les invités se rassemblaient fort déjà, parlant à voix basse. J'ai remarqué Laurent assis au 3e rang. Il m'a fait un signe de tête et j'ai répondu par un léger sourire. Étienne m'a conduite à une place au 1er rang, à côté des parents de Bérénice. Odile Lambert m'a toisé, haussant légèrement les sourcils. « Madame Dubois », a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Quelle robe intéressante !
Bérénice a mentionné qu'elle vous avait envoyé une styliste. Oui, c'était très gentil de sa part. Ai-je répondu d'un ton neutre. Camille est une merveilleuse professionnelle. Elle a pincé les lèvres, clairement peu impressionnée par le résultat. Eh bien, l'essentiel est que Bérénice soit heureuse. J'ai hoché la tête en silence, décidant de ne pas répondre à la provocation. La cérémonie a commencé à l'heure précise. Étienne se tenait à l'autel, ajustant nerveusement sa cravate. Quand la marche nuptiale a commencé, tout le monde s'est tourné vers l'entrée. Bérénice était éblouissante dans sa robe en dentelle d'un célèbre créateur. Elle a descendu l'allée, au bras de son père, rayonnante de bonheur et de fierté. J'ai vu le visage d'Étienne s'illuminer à la vue de sa fiancée. Et pendant un instant, j'ai oublié tous mes doutes. Peut-être que je me trompais. Peut-être qu'ils s'aiment vraiment. La cérémonie était belle et touchante. Quand les mariés ont échangé leurs vœux, je me suis surprise à essuyer une larme. Peu importe ce que je pensais de Bérénice, voir le bonheur de mon fils à ce moment-là était une vraie joie. Après la cérémonie, les invités se sont dirigés vers la luxueuse salle de banquet de l'hôtel Étoile d'Or. Tout était décoré avec goût, en blanc et or, avec des fleurs fraîches et des lustres en cristal. Bérénice n'avait manifestement pas lésiné sur les dépenses, et je me suis demandé combien le mariage avait coûté. Étienne avait parlé d'un prêt pour un appartement. S'était-il vraiment endetté pour une seule journée? Au dîner, j'ai été placée à une table avec plusieurs parents, âgés de Bérénice, et 2 couples mariés, amis de la famille Lambert. Laurent était à une autre table, mais il n'arrêtait pas de m'envoyer des regards encourageants. La soirée s'est déroulée comme d'habitude. Toast, danse, rire. Je suis restée à l'écart du centre de l'attention, observant mon fils et sa nouvelle femme. Ils semblaient heureux, dansant, entourés d'invités. Mais j'ai remarqué que Bérénice chuchotait quelque chose à ses amis, à plusieurs reprises, jetant un coup d'œil dans ma direction, suivi de rires étouffés. Pendant une des pauses entre les danses, Odile Lambert s'est approchée de moi, avec une coupe de champagne. « Comment appréciez-vous la fête, Madame Dubois ?» a-t-elle demandé avec une politesse feinte. « C'est très beau, » ai-je répondu. Bérénice a tout organisé à la perfection. « Oui, ma fille recherche toujours la perfection, » a-t-elle dit avec une fierté non dissimulée dans sa voix. Vous savez, quand Étienne était venu dîner chez nous pour la première fois, mon mari et moi étions un peu surpris par son choix. Il vient d'un milieu si modeste, mais il s'est avéré être un jeune homme intelligent, avec de l'avenir. Bérénice a vu son potentiel. J'ai retenu la réponse cinglante qui était sur le point de m'échapper. Au lieu de cela, j'ai souri et dit « Je pense aussi qu'ils sont bien assortis. » Odile a hoché la tête, ne relevant manifestement pas l'ironie dans mon ton. « J'espère que vous ne vous sentez pas mal à l'aise parmi tous ces gens. Nous sommes habitués à un certain cercle d'amis, vous savez ? Ne vous inquiétez pas, » ai-je dit calmement. « Je suis parfaitement à l'aise. » Elle a légèrement froncé les sourcils comme si ma réponse l'avait déçue, et s'est éloignée pour rejoindre les autres invités. Bientôt, ce fut le moment de la traditionnelle coupe du gâteau. Une énorme structure à 3 étages, décorée de fleurs, en pâte à sucre et de feuilles d'or, a été roulée au milieu de la pièce. Bérénice et Étienne se tenaient à côte pour les photos, tenant le couteau ensemble. « Et maintenant, invitons les mères de nos jeunes mariés », a annoncé le maître de cérémonie. Odile Lambert s'est précipitée vers sa fille. Je me suis également levée et je me suis dirigée vers le gâteau, sentant les yeux des invités sur moi. « Mettez-vous ici, Madame Dubois. » Bérénice a indiqué une place à côté d'elle, souriant pour le photographe. Mais j'ai surpris une étrange lueur dans ses yeux. Nous avons posé pour quelques photos. Puis les jeunes mariés ont coupé le gâteau. Les invités ont applaudi. Bérénice a pris un petit morceau et l'a porté aux lèvres d'Étienne dans un geste traditionnel. Il a fait de même. « Et maintenant ?» a dit Bérénice en se tournant vers moi avec un morceau de gâteau sur une assiette. « Une gâterie pour la maman d'Étienne. » Elle m'a tendu l'assiette, toujours souriante. J'ai tendu la main pour la prendre, mais au dernier moment, Bérénice a semblé trébucher et le morceau de gâteau a volé directement sur mon visage. Il y a eu un moment de silence.
Puis quelqu'un a ri nerveusement. Je suis restée là, stupéfaite, sentant la crème couler sur mon visage et sur ma robe. « Oh, comme je suis maladroite !» s'est exclamée Bérénice avec un regret fin. « Goûtez donc le dessert, pauvre vieille !» Elle a dit les derniers mots à voix basse, mais assez fort pour que moi et les invités à proximité l'entendions. Ses yeux brillaient de malice. Étienne se tenait à côté de moi, choqué, ne sachant comment réagir. « Bérénice, qu'est-ce que tu... » a-t-il commencé, mais elle l'a interrompu en riant. « Oh, je suis une vraie catastrophe. Que quelqu'un aide Madame Dubois à se nettoyer. » Odile Lambert m'a tendu une serviette, incapable de cacher un léger sourire narquois. « Tenez, ma chère, quel malheureux accident. » J'ai pris la serviette et j'ai commencé à m'essuyer le visage, en essayant de garder ma dignité. Les invités chuchotaient entre eux, certains continuant à rire nerveusement. « Ce n'était pas un accident », a dit une voix forte derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Laurent se frayer un chemin à travers la foule d'invités. C'était un geste délibéré de manque de respect envers une femme qui mérite bien mieux, a-t-il poursuivi en s'approchant de moi. Envers une femme qui pourrait acheter cet hôtel, ainsi que toutes vos maisons, voitures et comptes en banque. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Tous les yeux étaient fixés sur Laurent. « De quoi parlez-vous » a demandé Bérénice, ne souriant plus. « Je parle du fait. » Laurent s'est tourné vers les invités. « Que Geneviève Dubois, que vous considérez comme une pauvre vieille, est en réalité l'une des femmes les plus riches de ce pays. Sa fortune est estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. » Un murmure de surprise a parcouru la salle. Bérénice est devenue pâle, la bouche ouverte d'étonnement. « C'est une sorte de blague ?» a-t-elle réussi à dire. « Pas du tout », a dit Laurent. « Je suis le conseiller financier de Madame Dubois depuis plus de 20 ans. Elle préfère vivre modestement et ne pas étaler sa richesse. Mais je ne peux pas rester sans rien faire et vous regarder l'humilier devant tout le monde. » Étienne a regardé de Laurent à moi, les yeux remplis d'incrédulité et de choc. « Maman, est-ce que c'est vrai ?» J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas ainsi que je prévoyais de révéler mon secret. Mais je n'avais pas le choix. « Oui, Étienne, c'est vrai. » Bérénice a semblé reprendre ses esprits. Son visage, qui avait été pâle comme un linge, était maintenant couvert de taches rouges. Elle a fait un pas vers moi, tendant la main. « Madame Dubois, je ne savais pas. C'était une stupide blague. Je n'ai jamais voulu vous offenser. » Je me suis reculée, évitant son contact. « Ne vous donnez pas la peine, Bérénice. Vos vrais sentiments à mon égard étaient clairs dès le début. La seule différence, c'est que maintenant vous savez qui vous avez vraiment offensé. » Odile Lambert s'est approchée de nous, le visage un mélange de choc et d'incrédulité. « Mais comment? Vous êtes une comptable d'une petite ville ?»« Une comptable qui sait comment gérer ses finances, » ai-je répondu calmement, et qui préfère ne pas étaler sa richesse. Étienne était toujours là, secoué. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» a-t-il demandé doucement. « Je voulais que tu deviennes un homme indépendant, qui ne compte pas sur l'argent de sa mère, » ai-je dit en le regardant dans les yeux. Et il semble que j'avais raison de craindre que la vérité puisse attirer un certain type de personne. Mon regard s'est déplacé vers Bérénice, qui avait maintenant l'air prête à s'enfoncer sous terre. Les invités se tenaient dans un silence gêné, ne sachant comment réagir au drame qui se déroulait sous leurs yeux. Le maître de cérémonie a essayé de détendre l'atmosphère en annonçant qu'il était temps de danser, mais personne n'a bougé. « Je pense que je ferais mieux de partir, » ai-je dit, en essuyant toujours la crème de mon visage. « Je ne veux pas gâcher votre fête plus que je ne l'ai déjà fait. »« Non, maman, s'il te plaît. » Étienne a pris ma main. « Il faut qu'on parle. »« Pas maintenant, » ai-je dit doucement en me dégageant. « C'est ton mariage. Profite de ta journée. On parlera plus tard. » Laurent s'est approché de moi. « Je te raccompagne. » Nous nous sommes dirigés vers la sortie, suivis par les regards stupéfaits des invités. J'ai senti une larme rouler sur ma joue, se mélangeant au reste de glaçage du gâteau. « Attendez !» Bérénice nous a rattrapés à la porte. Son visage était désespéré. « Madame Dubois, s'il vous plaît, ne partez pas. »
Je suis tellement désolée pour mon comportement. C'était une blague stupide et cruelle. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Vous savez, Bérénice, je me suis tournée vers elle. L'argent ne change pas les gens. Il leur permet simplement d'être qui ils sont vraiment. Et aujourd'hui, vous avez montré votre vrai visage, non seulement à moi, mais à tout le monde ici, y compris mon fils. Elle a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je pars maintenant. Retournez auprès de vos invités et essayez de sauver ce qui reste de votre mariage. Sur ce, j'ai quitté la salle, laissant derrière moi Bérénice avec une expression de désespoir total sur le visage et les invités chuchotants, qui n'avaient pas encore pleinement réalisé le drame auquel ils venaient d'assister. Le trajet de retour à l'hôtel s'est fait en silence. Laurent conduisait, me jetant de temps en temps des regards inquiets, mais ne rompant pas le silence. J'étais assise à regarder par la fenêtre les lumières de la ville défiler, sentant encore le résidu collant du gâteau sur mon visage. « Ça va ?» a-t-il finalement demandé lorsque nous nous sommes arrêtés devant l'entrée de l'hôtel. « Non », ai-je répondu honnêtement. « Mais ça ira ?» Il a hoché la tête, comprenant que j'avais besoin d'espace et de temps pour réfléchir. « Appelle-moi si tu as besoin de moi, à n'importe quelle heure. » Je lui ai serré la main avec gratitude et je suis sortie de la voiture. Dans ma chambre, la première chose que j'ai faite a été de prendre une longue douche, lavant les traces d'humiliation ainsi que les restes de crème et de maquillage. Debout sous le jet d'eau, je me suis enfin permis de pleurer. En silence, comme j'avais pris l'habitude de le faire au cours de nombreuses années de solitude. Quand mes émotions se sont apaisées, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Le secret que j'avais gardé pendant des décennies n'était plus un fardeau. Le monde ne s'était pas effondré. Le ciel ne m'était pas tombé sur la tête. Ce que j'avais tant craint était arrivé, mais j'étais toujours debout. Enveloppée dans un doux peignoir d'hôtel, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, avec des appels et des messages. Étienne, Bérénice, plusieurs fois. Même Odile Lambert. J'ai coupé le son, pas prête à parler à qui que ce soit pour le moment. Je n'ai lu qu'un seul message, de Laurent. Parfois, la vérité est libératrice, même quand elle arrive de manière inattendue. Repose-toi bien. Demain est un autre jour. Je me suis endormie en pensant à quel point la vie s'était avérée étrange. Pendant des années, j'avais redouté ce moment. Le moment où mon secret serait révélé et où le monde me verrait pour qui j'étais vraiment. Mais au lieu d'un désastre, je ressentais une libération. Le matin a apporté clarté et détermination. Je me suis réveillée avec les premiers rayons de soleil, me sentant reposée pour la première fois depuis longtemps. Je suis restée allongée quelques minutes, regardant la lumière danser sur le plafond et réfléchissant à mes prochaines étapes. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Laurent. Il a répondu à la première sonnerie comme s'il avait attendu mon appel. « Comment vas-tu » Sa voix semblait sincèrement préoccupée. « Mieux que je ne l'espérais » ai-je répondu. « Puis-je te demander un service ?»« Bien sûr. J'ai besoin de voir mon avocat aujourd'hui si possible. Tu veux revoir ton testament ?» Il n'y avait aucune surprise dans sa voix. « Pas seulement. Il est temps de mettre de l'ordre dans mes affaires. La vie est trop imprévisible, comme il s'avère. » Laurent a promis de s'occuper de tout et de me rappeler. Quand j'ai raccroché, le téléphone a de nouveau sonné immédiatement. Étienne. Cette fois, j'ai répondu. « Maman ?» Sa voix semblait épuisée. « Tu vas bien ?»« Oui, mon chéri. Et toi ?» Une longue pause. « Je ne sais pas. Tout est si confus. Il faut que je te parle en personne. » J'ai accepté de le rencontrer dans un café près de l'hôtel dans 1 heure. La conversation qui nous attendait n'allait pas être facile, mais il ne servait à rien de la remettre à plus tard. Le café s'est avéré être un endroit confortable, avec un intérieur vintage et une douce musique de jazz en fond sonore. Étienne m'attendait déjà à une table dans le coin, faisant tourner une tasse de café froid entre ses mains. Il avait l'air hagard, avec des cernes sous les yeux. Il n'avait clairement pas dormi de la nuit. « Bonjour » ai-je dit en m'asseyant en face de lui et en essayant de paraître calme. « Salut » a-t-il dit en levant les yeux vers moi.
Ses yeux montraient un mélange d'émotions. Ressentiment, confusion, curiosité. Je ne sais même pas par où commencer. Que dirais-tu des questions? Ai-je suggéré? Je suis sûre que tu en as beaucoup. Il a hoché la tête, rassemblant ses pensées. Est-ce que c'est vrai? Es-tu vraiment milliardaire? Oui, ai-je répondu simplement. Depuis un certain temps déjà. Mais comment? Il a secoué la tête. Tu as toujours vécu si modestement. Pas de manoir, de voiture de luxe, de voyage en jet privé. Parce que ce n'est pas nécessaire pour le bonheur. Ai-je haussé les épaules. Je suis à l'aise dans ma maison. J'aime mon jardin et mes voisins. Pourquoi changer quelque chose qui m'apporte satisfaction? Mais tu aurais pu. Nous aurions pu. Il a hésité, incapable de trouver les mots. Avoir tout? J'ai souri doucement. Cela nous aurait-il rendu plus heureux? Étienne est resté silencieux, luttant clairement avec des émotions contradictoires. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? A-t-il finalement lâché. Toutes ces années, j'ai pensé que nous joignions à peine les deux bouts. Tu te souviens comment je travaillais à temps partiel au lycée pour m'acheter mon premier ordinateur? Ou comment tu as contracté des prêts étudiants pour tes études que j'ai secrètement remboursés? Ai-je ajouté doucement. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? J'ai remboursé tes prêts quand tu étais en 2e année. Un bienfaiteur anonyme. Mais je voulais que tu donnes de la valeur à ton éducation, que tu comprennes la valeur des choses. Donc tout cela était une manipulation? Sa voix était teintée de colère. Un test? Une expérience sur ton propre fils? Non, Étienne. J'ai secoué la tête. C'était une protection. J'ai vu ce que l'argent fait aux gens. Comment il change les relations, déforme les valeurs. Ton père nous a quittés pour une femme qu'il pensait riche. Imagine comment ta vie aurait été différente si tu avais grandi en sachant de quoi nous étions capables. Qui serais-tu devenu? Quels amis aurais-tu choisi? Il est resté silencieux, réfléchissant à mes paroles. Je voulais que tu deviennes une personne qui valorise le travail acharné, l'honnêteté et les vraies relations. Ai-je poursuivi. Une personne qui réussit par elle-même, pas en se prélassant dans la richesse de sa mère. Et comment penses-tu que j'ai tourné? A-t-il demandé amèrement. Plus que bien, ai-je souri. Tu as tout accompli par toi-même. Une bonne éducation, une carrière, le respect de tes collègues. Je suis fière de toi, Étienne. J'ai toujours été fière de toi. Il a détourné le regard, s'adoucissant visiblement, mais traitant toujours l'information. Et Bérénice? A-t-il finalement demandé. Qu'est-ce que tu penses d'elle? J'ai choisi mes mots avec soin. Je pense que tu connais la réponse, surtout après hier. Elle était bouleversée, nerveuse. A-t-il commencé à se défendre, mais sans grand enthousiasme. Étienne, l'ai-je interrompu doucement. Ce qu'elle a fait hier n'était pas un accident. C'était un acte délibéré d'humiliation. Et le problème n'est pas qu'elle ne connaissait pas ma situation. C'est qu'elle pensait qu'il était acceptable de traiter quelqu'un qu'elle considérait comme insignifiant de cette façon. Il a baissé la tête, reconnaissant la vérité de mes paroles. Elle m'a appelé toute la nuit, a-t-il dit doucement. Elle a pleuré, s'est excusée, a dit que c'était une stupide blague. Et tu la crois? Je ne sais pas. Il a passé la main dans ses cheveux dans un geste de désespoir. Tout est si confus. Nous étions censés être dans un avion pour Bali en ce moment. Et à la place, tu es assis ici à parler à une mère qui s'est avérée ne pas être celle que tu pensais. Ai-je terminé pour lui. Je suis désolée que les choses se soient passées ainsi. Ne t'excuse pas, a-t-il dit de manière inattendue et ferme. Ce n'est pas ta faute. Si Bérénice n'avait pas fait une telle scène, si elle t'avait simplement traité avec respect, nous sommes restés en silence un moment, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, Étienne a demandé « Et maintenant ?»« Maintenant, tu dois prendre une décision. » Ai-je répondu. « Sur ta vie, sur ton mariage. Je n'interviendrai pas. »« Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je vais rentrer chez moi. Je vais continuer à vivre ma vie. » J'ai souri. Seulement maintenant, peut-être, je m'autoriserai à être un peu plus ouverte.
Il y a des projets que je voulais faire depuis longtemps. Quel genre de projet? Améliorer Beauregard-sur-Loire, par exemple. La ville a besoin d'un nouveau parc. L'hôpital a besoin d'être rénové. Je peux faire beaucoup, maintenant que je n'ai plus à me cacher. Étienne a hoché la tête en souriant sincèrement pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés. Tu sais, j'ai toujours aimé Beauregard-sur-Loire. Calme, accueillant. Ça m'a manqué, même si je ne me l'avouais pas. Tu peux toujours revenir, ai-je dit. Ma porte t'est toujours ouverte. Merci, a-t-il dit en couvrant ma main de la sienne. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour régler les choses avec Bérénice, avec notre mariage. Bien sûr, ai-je hoché la tête avec compréhension. Je serai là encore quelques jours si tu as besoin de moi. Nous nous sommes dit au revoir en nous serrant dans les bras plus fort que d'habitude. Quelque chose avait changé entre nous, peut-être pour le mieux. Au moins maintenant, notre relation était basée sur la vérité, pas sur une illusion soigneusement entretenue. Quand je suis retournée à l'hôtel, j'ai trouvé un message de Laurent. Il avait organisé une réunion avec mon avocat, Maître Durand, à 14h à son cabinet en centre-ville. À 14h précises, je suis entrée dans le bâtiment de verre de l'avenue Montaigne. Maître Durand m'a accueillie avec son sourire réservé habituel. Nous travaillons ensemble depuis plus de 15 ans et il connaissait toutes mes affaires. « Madame Dubois, c'est un plaisir de vous voir », a-t-il dit en me faisant entrer dans son bureau spacieux, avec vue sur les toits de la ville. Monsieur Moreau m'a brièvement exposé la situation. « Comment puis-je vous aider ? Je dois revoir mon testament, ai-je dit en m'installant dans un fauteuil en cuir, et discuter de la création d'une fondation caritative. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter en détail des changements à apporter à mes arrangements financiers. J'ai décidé d'exclure complètement Bérénice de mon testament. Étienne resterait l'héritier d'une partie du patrimoine, mais une part plus importante irait désormais à une fondation caritative dédiée au développement de Beauregard-sur-Loire et à des programmes éducatifs pour les enfants de familles à faible revenu. Ce sont des changements importants, a remarqué Maître Durand en prenant des notes. En êtes-vous sûr? Absolument, ai-je hoché la tête. Les événements de ces derniers jours m'ont montré qu'il est temps de prendre la responsabilité de ce que j'ai, d'utiliser ces ressources à bon escient, plutôt que de simplement les accumuler. « Et votre maison ?» a-t-il demandé. « Compte tenu de vos nouveaux projets, vous pourriez vouloir déménager dans quelque chose de plus... » « Non, » ai-je répondu fermement. « Je reste dans ma maison. Elle m'est chère, et elle est assez confortable pour une personne. » Maître Durand a hoché la tête avec compréhension et a continué à remplir les documents. Quand toutes les formalités ont été accomplies, j'ai ressenti une étrange sensation de paix. C'était comme si une étape de ma vie s'était terminée et qu'une autre avait commencé. Une étape plus consciente, plus déterminée. En quittant le bureau, j'ai trouvé plusieurs appels manqués de Bérénice. En soupirant, j'ai décidé que tôt ou tard, je devrais lui parler. Mieux valait maintenant que de laisser la situation s'envenimer. Je l'ai rappelé, me préparant à un flot d'excuses et de justifications. « Madame Dubois ?» Sa voix semblait agitée. « Merci d'avoir rappelé. J'étais si inquiète. »« Que vouliez-vous, Bérénice ?» ai-je demandé sans détour. « Je voulais m'excuser pour hier. C'était horrible de ma part. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Les nerfs, le stress du mariage... »« Bérénice, » l'ai-je interrompu. « Soyons honnêtes l'une envers l'autre. Vous n'avez pas agi ainsi à cause du stress. Vous avez simplement montré vos vrais sentiments à mon égard. Non, vous vous trompez. Je vous ai toujours respecté. Vraiment ? Je n'ai pas pu m'empêcher une pointe d'ironie. Alors pourquoi m'avez-vous appelée une pauvre vieille ? Elle s'est tue, clairement non préparée à une question aussi directe. C'était une blague stupide, a-t-elle finalement lâché. Je ne le pensais pas. Si, vous le pensiez, ai-je dit fermement. Et vous savez quoi ? C'est en fait une bonne chose que cela soit arrivé. Au moins maintenant, nous connaissons tous la vérité sur ma situation et sur votre caractère. « Madame Dubois, s'il vous plaît !» a-t-elle dit, sa voix prenant un ton suppliant. « Rencontrons-nous et parlons.
Je peux tout expliquer. Étienne est si contrarié. Étienne n'est pas contrarié à cause de moi, ai-je dit. Il est contrarié parce qu'il a vu une nouvelle facette de vous. Ce n'est pas juste. Une seule action ne définit pas une personne. J'aime vraiment Étienne et je veux réparer notre relation. Surtout maintenant que... Elle n'a pas terminé sa phrase. Mais je savais ce qu'elle allait dire. Maintenant que je sais que vous êtes riche. Bérénice, ai-je dit avec lassitude. Je ne serai pas votre ennemi. Mais je ne vais pas non plus prétendre que rien ne s'est passé. En ce moment, vous devez régler les choses avec Étienne. C'est entre vous deux. Mais vous êtes sa mère. Il vous écoute. Si vous lui disiez... Je n'interviendrai pas, ai-je dit fermement. Étienne est un homme adulte et prendra ses propres décisions. Elle a recommencé à dire quelque chose, mais je l'ai gentiment interrompue. Je dois y aller, Bérénice. Bonne chance. J'ai raccroché, me sentant étrangement soulagée. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais dit ce que je pensais vraiment, sans filtrer mes mots, à travers le prisme d'un secret qu'il fallait garder. Ce soir-là, j'ai retrouvé Laurent pour dîner dans un petit restaurant près de l'hôtel. Il a écouté mon récit de mes rencontres avec Étienne, l'avocat, et ma conversation avec Bérénice avec son attention et sa compréhension caractéristique. « Tu as changé », a-t-il remarqué quand j'ai eu fini. C'est comme si un lourd fardeau avait été levé. « C'est le cas », ai-je souri. « C'est étrange, n'est-ce pas? Pendant tant d'années, j'ai eu peur de ce moment. Et maintenant, je ne ressens que du soulagement. Ce n'est pas si étrange que ça en a l'air, a-t-il secoué la tête. Les secrets ont tendance à nous alourdir, même quand on pense qu'ils nous protègent. Que penses-tu qu'il va se passer pour Étienne et Bérénice? Ai-je demandé en remuant mon thé. Difficile à dire, a haussé les épaules Laurent. Mais si Étienne a hérité ne serait-ce que d'une fraction de ta perspicacité, il fera le bon choix. J'espère, ai-je soupiré. Je ne veux pas qu'il souffre. Parfois, la souffrance est une partie nécessaire de la croissance, a remarqué Laurent philosophiquement. Tu le sais mieux que la plupart des gens. J'ai hoché la tête, pensant à mon propre parcours, aux années de solitude, aux secrets que j'avais gardés, aux décisions que j'avais prises, certaines bonnes, d'autres mauvaises. « Quand rentres-tu à Beauregard-sur-Loire » a demandé Laurent, interrompant mes pensées. « Dans 3 jours. Je veux donner à Étienne le temps de régler les choses, avant de partir. Je peux venir avec toi, a-t-il offert. Aider à la mise en place de la fondation, au projet d'amélioration. Je l'ai regardé avec gratitude. Toutes ces années, Laurent n'avait pas été seulement mon conseiller financier, mais aussi un ami. Peut-être mon seul véritable ami qui me connaissait entièrement, avec tous mes secrets et mes peurs. J'adorerais, ai-je répondu sincèrement. Nous sommes restés tard à discuter de projets pour l'avenir, d'idées pour la fondation, de projets pour Beauregard-sur-Loire, de voyages possibles, de tout ce que j'avais reporté pendant des années, craignant d'attirer l'attention sur ma richesse. De retour à l'hôtel, je suis restée longtemps à la fenêtre, regardant Paris la nuit. La ville ne dort jamais, toujours en mouvement, toujours en changement. Peut-être qu'il était temps pour moi de changer aussi. Pas dans le sens de déménager ou de changer radicalement mon style de vie. J'aimais toujours ma maison tranquille, à Beauregard-sur-Loire, mon jardin, mes livres. Mais peut-être qu'il était temps d'être plus ouverte, d'utiliser mes ressources non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Je me suis couchée, me sentant paisible et excitée. Demain serait un nouveau jour, et je l'affronterais sans le fardeau d'un secret que j'avais porté trop longtemps. 6 mois furent suffisants pour digérer ce qui s'était passé et commencer un nouveau chapitre de ma vie. L'automne à Beauregard-sur-Loire m'a accueilli avec son calme familier et ses feuilles dorées tombantes. Je me tenais sur le porche de ma maison, regardant le vent les faire tournoyer dans une danse nonchalante, et je ressentais un étrange sentiment de paix. Tant de choses avaient changé en ces 6 mois, mais ma maison restait le même havre de paix, où je pouvais toujours revenir. Après le mariage scandaleux, j'ai passé une autre semaine à Paris, donnant à Étienne le temps de réfléchir. Nous nous sommes vus 2 fois. Au début, il était confus et blessé,
Mais ensuite, il a progressivement commencé à accepter la vérité. Notre dernière conversation avant mon départ a été difficile. Bérénice et moi avons décidé de faire une pause, a-t-il dit en fixant sa tasse de café froid. Elle a emménagé chez ses parents. J'ai hoché la tête, n'exprimant ni joie ni regret. Ses décisions lui appartenaient, et j'avais appris depuis longtemps à le respecter. Et la lune de miel ? Nous l'avons annulée, a-t-il dit avec un sourire amer. L'argent est perdu, mais en ce moment, cela semble le cadet de mes soucis. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas, a-t-il haussé les épaules. Travailler, réfléchir, comprendre ce qui était réel et ce qui était une illusion. J'ai vu de la douleur dans ses yeux, mais aussi les prémices de la sagesse. Peut-être que cette expérience, aussi amère soit-elle, lui apprendrait à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Quand je suis rentrée à Beauregard-sur-Loire, j'ai eu l'impression de me retrouver. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je pouvais vivre ouvertement sans craindre que quelqu'un découvre ma situation. Cela ne signifiait pas que j'ai commencé à étaler ma richesse. Mon style de vie est resté modeste, mais l'attention constante, le besoin de contrôler chaque mot et chaque geste avaient disparu. Mon premier projet a été la fondation caritative Renaissance de Beauregard. Avec l'aide de Laurent et d'une équipe de professionnels, nous avons élaboré une stratégie pour revitaliser la ville, sans détruire son caractère historique et son atmosphère chaleureuse. Les vieilles maisons devaient être préservées, mais recevoir une nouvelle vie. Les routes devaient être rénovées sans les élargir, ni transformer les rues calmes en artères bruyantes. Les parcs devaient être agrandis et rendus plus confortables pour les loisirs. Ma rencontre avec le maire, Walter Jenkins, a eu lieu début juillet. Je me souvenais de lui comme du jeune assistant du maire précédent. Énergique, plein d'idées, mais limité par le budget d'une petite ville. Au fil des ans, il avait mûri. Ses cheveux avaient grisonné et de profondes rides étaient apparues, à force de soucis constants. Mais l'enthousiasme dans ses yeux ne s'était pas éteint. « Madame Dubois !» Il m'a serré la main lorsque nous nous sommes rencontrés dans son modeste bureau à la mairie. « À quoi dois-je cet honneur ? J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser, monsieur Jenkins. » J'ai souri en sortant un dossier de documents. « Que diriez-vous d'une rénovation majeure de notre ville ?» Ses sourcils se sont haussés quand il a vu les chiffres sur la première page. « C'est 20 millions d'euros pour la première phase ?» J'ai hoché la tête. « Et le même montant au cours des 5 prochaines années. » Il a levé les yeux des documents et m'a regardé, essayant clairement de comprendre la situation. « Pardonnez-moi ma franchise, mais d'où vient cet argent ?» J'ai brièvement expliqué l'histoire de ma fortune, en omettant les détails personnels. Sa surprise a progressivement fait place à la compréhension. « Donc, toutes ces années, vous auriez pu vivre n'importe où, comme vous le vouliez. Mais vous avez choisi Beauregard-sur-Loire et une vie normale. Cette ville est devenue ma maison, » ai-je répondu simplement. Je veux qu'elle prospère, mais qu'elle conserve son caractère. Pas de gratte-ciel ou de centres commerciaux géants, juste ce dont les gens ont vraiment besoin. Nous avons passé plusieurs heures à discuter des détails du projet. Un nouveau parc sur le site d'une usine abandonnée en périphérie, des équipements modernes pour l'hôpital, la réparation des routes, la rénovation des écoles. La liste était longue mais réaliste. « Vous savez, » a dit le maire alors que nous terminions notre réunion, « ce n'est pas tous les jours que quelqu'un entre dans mon bureau et propose de changer la ville pour le mieux, sans rien demander en retour. Eh bien, pas tout à fait rien, » ai-je souri. « Je veux que le parc porte le nom de mon fils, Étienne. » « C'est tout ?» Il a secoué la tête avec une légère incrédulité. « Considérez que c'est fait. » Le lendemain, le journal local titrait « La milliardaire secrète de Beauregard, Geneviève Dubois, fait don de millions pour améliorer la ville. » L'article était écrit avec respect, sans sensationnalisme, ce dont j'étais reconnaissante au rédacteur en chef. Néanmoins, ma vie tranquille a été temporairement perturbée. Les voisins me regardaient avec curiosité. Certains s'approchaient avec des questions, d'autres avec des offres d'aide ou des idées de projet.
Heureusement, l'excitation initiale s'est rapidement calmée. Les habitants de Beauregard, avec une approche pratique typique des petites villes, ont accepté la nouvelle et sont passés à autre chose. J'étais toujours Madame Dubois, qui vit dans la maison au volet bleu pour eux, seulement maintenant avec l'ajout de « et aide notre ville ». Laurent a déménagé à Beauregard-sur-Loire en août. Il a d'abord séjourné dans un hôtel local, mais a bientôt acheté une petite mais élégante maison non loin du centre-ville. Nous passions beaucoup de temps ensemble, travaillant sur les projets de la fondation, discutant des investissements ou simplement profitant de soirées tranquilles de conversation et de bon vin. Notre amitié, éprouvée au fil des décennies, s'est progressivement transformée en quelque chose de plus, bien qu'aucun de nous ne soit pressé de le définir. À la mi-septembre, j'ai reçu la première lettre d'Étienne après un long silence. Il écrivait qu'il avait divorcé de Bérénice. Le processus avait été rapide, compte tenu de la courte durée du mariage et de l'absence de biens communs. Il changeait de travail, déménageait dans un autre quartier de Paris, essayant de repartir à zéro. « Je pense souvent à toi, maman », écrivait-il, « à notre conversation après le mariage, à ce que tu as dit sur l'argent et le caractère. Tu avais raison. Bérénice a changé dès qu'elle a appris ta situation. Elle s'est soudain mise à parler de nos opportunités, de la façon dont nous pourrions investir le capital familial. C'était comme si ton argent nous appartenait déjà. J'ai lu sa lettre avec amertume et soulagement à la fois. Amertume parce qu'il souffrait, soulagement parce qu'il avait enfin vu le vrai visage de la femme qu'il avait choisie pour partager sa vie. « J'aimerais venir te voir », concluait-il, « pour parler, si ça ne te dérange pas. » J'ai répondu le jour même, l'invitant à venir quand il le voulait. Malgré tout ce qui s'était passé, il était toujours mon fils, et je l'aimais. Étienne est arrivé début octobre, lorsque Beauregard-sur-Loire était particulièrement belle dans ses couleurs d'automne. Il avait l'air plus mince, mais plus calme que la dernière fois que je l'avais vu. Il y avait une nouvelle profondeur dans ses yeux, comme si l'expérience de la vie avait enfin atteint son âme. Nous nous sommes promenés longtemps en ville, parlant de tout et de rien. Il a posé des questions sur mes projets et mes plans pour l'avenir. Je lui ai raconté en essayant de ne pas me concentrer sur l'aspect financier des choses. « Tu as changé, maman », a-t-il remarqué alors que nous étions assis sur un banc de parc, à regarder les feuilles tomber. « Tu es devenue plus libre, je suppose. »« C'est vrai, » ai-je convenu. « La vérité libère, même si elle fait mal. » A-t-il hoché la tête, réalisant que cela s'appliquait aussi à sa propre expérience. « Je voulais m'excuser, » a-t-il dit après une pause, « pour Bérénice, pour son comportement au mariage, et pour le mien aussi. J'aurais dû remarquer ce qu'elle ressentait pour toi. J'aurais dû l'arrêter. Tu n'es pas à blâmer pour ses actions, » ai-je dit en lui touchant doucement la main. « Ni pour tes sentiments. L'amour nous aveugle souvent. »« Ce n'était pas de l'amour » a-t-il dit amèrement. « Je m'en rends compte maintenant. C'était plus comme un engouement, une attraction. Elle savait comment faire impression, comment manipuler les gens. Et j'ai cédé. Nous sommes restés silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Elle m'a appelé la semaine dernière, a dit Étienne de manière inattendue. Bérénice. Elle a dit que je lui manquais, qu'elle avait fait une erreur. Elle m'a demandé de recommencer. Je me suis tendue, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Et qu'as-tu dit ? Que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits après avoir été brûlés. Il a souri faiblement. Elle n'était pas contente de l'entendre. Elle a commencé à parler de ce que je ratais, de tout ce que nous aurions pu accomplir ensemble, surtout avec tes ressources. Elle a dit ça ? Je ne pouvais cacher ma surprise, presque mot pour mot. Étienne a hoché la tête. Quand j'ai répondu que je n'avais rien à voir avec ton argent et que je n'allais pas compter dessus, elle s'est mise en colère. Elle a dit que j'étais un imbécile de ne pas profiter d'une telle opportunité, que n'importe quel fils normal essaierait de convaincre sa mère de partager sa fortune avec lui. J'ai secoué la tête, frappé non pas tant par les paroles de Bérénice que par sa franchise. Je lui ai dit que je ne voulais plus la voir, a poursuivi Étienne, et je lui ai demandé de ne plus m'appeler. Je ne sais pas si elle écoutera.
Elle est persévérante quand elle veut quelque chose, ai-je remarqué. Oui, a-t-il soupiré. Au fait, savais-tu qu'elle a essayé de te contacter par l'intermédiaire de ta fondation? J'ai haussé les sourcils de surprise. Non, je ne le savais pas. Laurent m'a dit qu'elle avait offert ses services en tant que consultante en relations publiques. Elle a dit qu'elle pourrait aider à la couverture médiatique des projets. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Une persévérance incroyable. Plutôt une cupidité incroyable, a secoué la tête Étienne. J'ai tellement honte. Je ne l'ai pas vue avant. Nous voyons ce que nous sommes prêts à voir, ai-je dit doucement. Et nous apprenons de nos erreurs. Étienne est resté à Beauregard-sur-Loire pendant 3 jours. Pendant ce temps, il a appris à connaître Laurent, à aider à certains projets de la Fondation et a même rencontré le maire pour discuter de l'avenir du parc qui porterait son nom. Quand il a été temps de se dire au revoir, j'ai senti qu'un nouveau lien s'était formé entre nous. Un lien plus honnête, plus mature. Viens quand tu veux, ai-je dit en le serrant dans mes bras avant son départ. Cette maison t'est toujours ouverte. Merci, maman, a-t-il dit en me serrant fort en retour. Pour tout. Après son départ, la vie a repris son cours paisible. Travail sur les projets de la Fondation, soirée avec Laurent, correspondance avec Étienne, qui appelait et écrivait désormais régulièrement. L'automne s'est doucement transformé en hiver. Beauregard-sur-Loire s'est couverte d'un manteau de neige, et dans mon cœur, j'ai ressenti une certitude croissante que la vie était enfin sur la bonne voie. Avant Noël, Bérénice m'a appelée. Je ne m'attendais pas à cet appel, mais quand j'ai entendu sa voix, j'ai su que j'étais prête. « Madame Dubois », a-t-elle dit doucement, presque obséquieusement. « Je suis si heureuse d'avoir pu vous joindre. Comment allez-vous » ? « Bien, Bérénice, » ai-je répondu d'un ton neutre. « À quoi dois-je cet appel ?»« Je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes. » Elle a fait une pause. « Et m'excuser à nouveau pour tout ce qui s'est passé au mariage. Et après. »« Merci, » ai-je dit, sans dire que j'acceptais ses excuses. Je n'étais pas sûre de le faire. « J'ai beaucoup pensé à vous dernièrement, » a-t-elle poursuivi. « À l'exemple incroyable que vous êtes. Une femme qui utilise sa richesse pour aider les autres plutôt que pour s'enrichir. C'est si inspirant. » Je suis restée silencieuse, attendant de voir où elle voulait en venir. « Vous savez, je travaille dans la publicité. J'ai beaucoup d'expérience dans la création d'images et les campagnes médiatiques. » Sa voix est devenue plus professionnelle. « Je pourrais aider votre fondation à attirer plus d'attention et à obtenir des fonds supplémentaires d'autres philanthropes. Gratuitement, bien sûr. Ce serait ma façon de me racheter. » C'était donc ça. J'ai réprimé un soupir. « Merci pour l'offre, Bérénice. Mais nous avons déjà une équipe de spécialistes. Et pour être honnête, nous ne cherchons pas la publicité. »« Mais c'est une telle opportunité !» s'est-elle exclamée, oubliant momentanément son ton obséquieux. « Avec vos ressources et mon expérience, nous pourrions... » « Bérénice, » l'ai-je interrompu doucement. « J'apprécie votre enthousiasme, mais ma décision est finale. Merci pour votre appel et pour vos vœux. Et joyeuses fêtes à vous aussi. » J'ai raccroché, ressentant un mélange de déception et de soulagement. Les gens changent rarement radicalement, surtout des personnes comme Bérénice, pour qui le gain personnel passe toujours en premier. Ce soir-là, j'ai raconté l'appel à Laurent, alors que nous étions assis près de la cheminée dans ma maison, sirotant un vin chaud. « Elle est persévérante, il faut lui reconnaître ça, » a-t-il remarqué avec une pointe d'ironie. « Mais je suis content que tu n'aies pas cédé. J'ai appris à reconnaître le manque de sincérité il y a longtemps. » Ai-je haussé les épaules, bien que je n'ai pas toujours agi en conséquence. Nous faisons tous des erreurs. Laurent a couvert ma main de la sienne. Ce qui compte, c'est que nous en tirions des leçons. J'ai regardé nos doigts entrelacés et j'ai senti une chaleur se répandre dans mon corps. Cet homme avait été là pour moi pendant les moments les plus difficiles, ne jugeant jamais, toujours solidaire. Et maintenant, alors que la vie commençait enfin à se mettre en place, il était toujours là. « Je pense que nous devrions faire un voyage, » ai-je dit de manière inattendue. « Après le Nouvel An, quelque part loin,
où personne ne nous connaît. Un voyage? Il a semblé surpris, mais intéressé. Où? Partout, ai-je souri. Le tour du monde. J'ai toujours rêvé de voir le monde, mais je ne me le suis jamais permis parce que j'avais peur d'attirer l'attention sur ma situation. Maintenant que cette peur a disparu, pourquoi pas? Laurent m'a regardé avec chaleur et compréhension. Ça a l'air merveilleux. J'adorerais t'accompagner. J'ai passé Noël à la maison avec mes nouveaux amis de la Fondation et quelques voisins dont je m'étais rapprochée au cours des derniers mois. Étienne est venu pour 2 jours, apportant des cadeaux et des nouvelles de sa vie. Il avait enfin l'air heureux. Il avait trouvé un nouveau travail qui lui plaisait, s'était fait des amis et avait même commencé à fréquenter une fille, bien qu'il ait admis être devenu beaucoup plus prudent après son expérience avec Bérénice. Quand je lui ai parlé de mes projets de voyage avec Laurent, il était sincèrement heureux pour moi. « Tu le mérites, maman », a-t-il dit en me serrant dans ses bras. « De voir le monde, de profiter de la vie. Merci, mon chéri. » J'étais touchée par son soutien. « Ça ira pour toi ?»« Bien sûr, » a-t-il souri. « Je vais bien, et ça ne fait que s'améliorer. » Après les fêtes, les préparatifs actifs pour le voyage ont commencé. Laurent et moi prévoyons de partir fin janvier. D'abord l'Amérique du Sud, puis l'Afrique, puis l'Asie, l'Australie, et terminer le tour en Europe. Un voyage de 6 mois sans se presser, avec la possibilité de rester où bon nous semblait. En même temps, j'étais occupée avec la Fondation, m'assurant que tout fonctionnerait sans problème en mon absence. Nous avions réussi à accomplir beaucoup de choses pendant ces mois. La construction du parc a commencé. L'hôpital a reçu de nouveaux équipements et les routes du centre-ville ont été réparées. Encore plus de projets étaient reprévus pour l'avenir. Mi-janvier, j'ai rencontré Maître Durand, mon avocat, pour apporter quelques modifications finales à mon testament. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne laisser à Étienne qu'une petite partie de mon patrimoine, assez pour qu'il vive confortablement, mais pas assez pour le décourager de travailler et de grandir. La majeure partie des fonds était destinée à la Fondation Renaissance de Beauregard, qui devait poursuivre son travail après ma mort. Bérénice était complètement exclue du document. Je savais que même si elle se remettait avec Étienne, ce qui était très peu probable, elle ne devrait pas avoir accès à de l'argent qu'elle utiliserait uniquement pour ses propres intérêts. « Êtes-vous sûr de cette répartition ?» a demandé Maître Durand en parcourant les documents. « Absolument », ai-je hoché la tête. « Étienne aura assez pour vivre confortablement, mais pas au point de se perdre. Et la ville qui est devenue ma maison aura une chance de prospérer. » Maître Durand a hoché la tête avec compréhension et a finalisé les documents. Une semaine avant mon départ, j'ai reçu un étrange appel d'Odile Lambert, la mère de Bérénice. Elle ne m'avait jamais appelée auparavant, et j'ai été surprise d'entendre sa voix. « Madame Dubois », a-t-elle dit d'un ton tendu, comme si elle se forçait à parler. « J'appelle au sujet de ma fille. »« Je vous écoute », ai-je répondu d'un ton neutre. « Elle n'est plus elle-même ces derniers temps, » a poursuivi Odile. « Elle parle de vous tout le temps, de votre argent, de la façon dont elle pourrait vous aider à le gérer. Mon mari et moi sommes inquiets. Je suis restée silencieuse, ne sachant comment répondre à cette étrange confession. Je comprends que vous n'ayez pas à nous aider après tout ce qui s'est passé, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton suppliant. Mais peut-être pourriez-vous la rencontrer, lui parler, lui expliquer que ses obsessions sont vaines. Madame Lambert, j'ai essayé de parler doucement mais fermement. Je compatis à votre situation, mais je ne pense pas qu'une rencontre avec votre fille changera quoi que ce soit. Peut-être devrait-elle consulter un professionnel. Odile a soupiré. Nous avons essayé de le suggérer, mais elle refuse. Elle dit qu'elle va bien, que vous ne comprenez simplement pas son potentiel. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider, ai-je dit fermement. Je pars pour une longue période et je ne prévois pas de la voir avant mon départ. S'il vous plaît, dites à Bérénice qu'elle devrait abandonner ses idées et continuer sa vie. Après cette conversation, je me suis sentie étrangement mal à l'aise. L'obsession de Bérénice commençait à paraître malsaine, presque dangereuse.
J'ai parlé de l'appel à Laurent, et il a suggéré d'augmenter la sécurité de la maison pendant notre absence. J'ai accepté, bien que je ne pense pas que Bérénice, malgré toute son obsession, soit capable de quoi que ce soit de vraiment extrême. Enfin, le jour de notre départ est arrivé. Les valises n'étaient faites. La maison était préparée pour la longue absence de sa maîtresse, et les affaires de la fondation étaient entre les mains compétentes d'une équipe de professionnels. Je me tenais sur le porche, regardant mon jardin, maintenant couvert de neige, et je ressentais un étrange mélange de nostalgie et d'anticipation. Laurent est arrivé à 9 heures précises, comme nous l'avions convenu. Il est sorti de la voiture et m'a aidé avec mes bagages, ses mouvements calmes et confiants comme toujours. « Prête pour l'aventure ?» a-t-il demandé avec un sourire. « Plus que prête !» Ai-je souri en retour, sentant mon cœur se remplir d'une joyeuse excitation. Nous sommes montés dans la voiture et nous nous sommes dirigés vers l'aéroport. Beauregard sur Loire nous a dit au revoir, avec ses rues calmes, ses arbres enneigés et la fumée s'élevant des cheminées. Je savais que je reviendrais ici, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Mais à ce moment-là, j'étais prête à laisser le passé derrière moi et à regarder vers l'avenir avec un cœur ouvert. Le monde nous attendait avec ses beautés et ses dangers, ses merveilles et ses déceptions. Et j'étais prête à le rencontrer, enfin, libérée du fardeau d'un secret que j'avais porté trop longtemps. « À quoi penses-tu » a demandé Laurent, remarquant ma réflexion. « À la vie » ai-je répondu. « À quel point elle peut être étrange parfois. Qui aurait cru il y a 1 an que l'humiliation au mariage de mon fils serait le début de ma véritable libération ? La vie est pleine d'ironie, a-t-il souri, et de rebondissements inattendus. Oui, ai-je dit en regardant par la fenêtre le paysage hivernal qui défilait. Et j'en suis reconnaissante pour tous les rebondissements qui m'ont amenée ici, à ce moment précis. Laurent a quitté la route des yeux un instant et m'a regardé chaleureusement. Moi aussi. Nous avons roulé en silence, savourant le moment et anticipant tout ce qui nous attendait. Un nouveau chapitre de ma vie commençait. Pas celui que j'avais prévu ou attendu, mais peut-être celui auquel j'avais toujours été destinée.